Dimitri Pavlenko. 8h46 sur Europe 1, c'est assez rare pour être souligné. L'actualité est en direct pendant la matinale. Généralement, on rapporte les événements de la veille et on commande ceux à venir dans la journée. Et ben là, ça se passe en ce moment. Emmanuel Macron vient d'arriver à Kiev par un train blindé, accompagné façon de Staline. Oui, façon. Leader du Nord, de Corée du Nord. C'est le train de Trotsky aussi, le train de Lénine. Bon, vous verrez que c'est dans une grande tradition soviétique. Ferroviaire, oui. Si l'on peut dire. Bonjour Fatia Boudjalat. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez fini, vous avez fait campagne vous pour les législatives. Vous étiez candidate. J'ai une expertise de perdante, voilà. donc je peux parler. Et oui, battu assez sèchement par le candidat de la NUPES. Vous allez nous raconter ça. David Revaud-Dallon est avec nous également, rédacteur en chef du service politique du Journal du Dimanche. Bonjour David. Bonjour Dimitri. Et Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Un mot peut-être sur ce déplacement d'Emmanuel Macron qui n'était pas annoncé. C'est une grande spécialité du président de la République, ça, l'actualité en direct non annoncée, David. Absolument, il a le sens du coup, on le sait, et surtout quand il est en difficulté à quelques jours d'un scrutin, il y a quand même beaucoup de permanence dans son style, dans sa méthode électorale. Souvenez-vous, une entrée très tardive en campagne, un sens du coup d'éclat, c'était exactement ce qui s'était passé pendant la présidentielle. Et pendant 2017, je me rappelle l'expédition à Whirlpool par exemple. 2017. Sauf que là, il a vraiment joué et surjoué de la carte ukrainienne, entre guillemets, pendant la fin de campagne. Ouais. Alors, c'est pas lui qui a organisé, bien sûr, l'agression russe de l'Ukraine, mais très clairement, il l'a chercher à en tirer des bénéfices politiques. Ce déplacement à Kiev, est-ce que vous diriez que c'est un bon coup politique pour Emmanuel Macron? C'est difficile à dire. Je crois que ça ne peut pas lui nuire parce que de toute façon, ça remet une petite couche sur la stature internationale, etc., qui avait un petit peu disparu de son agenda, du moins de façon très visible ces dernières semaines. Après, je pense que la situation politique, et on va en parler, la situation politique pour lui et pour la majorité sortante est tellement compliquée que je ne suis pas certain que ça soit je dirais de nature à lui donner un élan pour dimanche prochain, un élan suffisant pour le débarrasser finalement de la menace de la NUPES sur cette future assemblée. Fatia, comment vous regardez ça? En effet, le côté grand homme et le côté très régalien avec l'Ukraine, c'était efficace pour les présidentielles. Mais là, pour les élections législatives, c'est-à-dire les 577 scrutins locaux, en fait, les gens vont plus s'intéresser à l'absence de la moutarde, au prix du litre d'huile, et ils vont pas aller dans des réflexions de géopolitique. Alors, autant Mélenchon pouvait paraître pro-Poutine, autant au niveau de la présidentielle, ça portait. Ça faisait mouche comme argument, mais dans les législatives, ça ne marque pas du tout les gens. Voilà, c'est vraiment un scrutin du quotidien, avec un lien avec son territoire. Voilà, rajouter à l'étiquette. Voilà. Donc Macron est à la fois, effectivement, je trouve, diminué, presque un peu fébrile, et il retrouve ses accents un peu guerriers. Vous vous souvenez quand il s'était déguisé en Maverick de Top Gun, là, il y a quelques années. C'est quelqu'un qui aime énormément jouer sur les images, et cette image dans ce train blindé. Mais vous lui prêtez d'évidence une arrière-pensée politique, un calcul électoral. Ce déplacement à Kiev serait une sorte de mise en scène avec en toile de fond l'objectif des législatives, alors que peut-être tout simplement c'est les circonstances commandent l'urgence de se déplacer à Kiev maintenant, de donner des gages au président ukrainien. Le problème, c'est qu'il était attendu à Kiev depuis très longtemps. Le président Zelensky réclame sa présence depuis très longtemps. Et beaucoup lui ont reproché justement de tarder à venir. Et sa sortie sur les Russes qu'il ne fallait pas humilier a énormément choqué et déçu. Donc là, il doit se rattraper. Puis il doit clore en beauté sa présidence française de l'Union européenne. Ouais. C'est un homme, c'est normal, à ce niveau de responsabilité, tout fait sens. Tout est symbolique, tout est calculé. Même aller acheter un croissant ou inviter les éboueurs à petit déjeuner, voilà, tout est calculé. Mais là, voilà, c'est quelqu'un qui est attaché à laisser sa trace dans l'histoire. Charlotte Dornelas, comment vous regardez-vous ça? Non, mais c'est difficile de... Enfin, moi, j'ai pas analysé ses intentions dans ce déplacement à Kiev. En revanche, ce qui est sûr, c'est que là, c'est un déplacement qui est compliqué pour lui, au minimum, dans une élection législative. Pourquoi? D'abord, premièrement, parce que, en effet, le ressort de s'occuper de la guerre en Ukraine, il y a 3 mois, au début de cette guerre, c'était facile. C'est binaire, le début d'une guerre. C'est-à-dire qu'il y a 2 camps, et il est facile de choisir le sien, surtout quand l'agression est aussi évidente. Mais a-t-il choisi le sien? C'est ça aussi la question. Justement, c'est ce que j'allais dire. Au tout début, il y a un ressort qui fait que voilà, il est l'homme qui essaye de stopper la guerre en ayant Vladimir Poutine au téléphone, mais en apportant son soutien à Zelensky. Tout le monde suit la clarté, on va dire, de son positionnement
positionnement. Peu à peu, la guerre devient complexe parce qu'elle l'est, et elle devient complexe notamment dans ses conséquences dans la vie des Français qui deviennent évidemment premiers dans l'ordre de la proximité, on va dire, par rapport à cette guerre. Ça, c'est la première chose. Donc c'est compliqué. Ensuite, les coups de téléphone avec Poutine, ça marche pas aussi bien parce que on comprend que Poutine est un peu libéré, on va dire, de ses engagements vis-à-vis d'Emmanuel Macron, c'est peu de le dire. Et en plus, les pays de l'Est de l'Europe font à Emmanuel Macron le reproche que la Macronie fait à Jean-Luc Mélenchon ou à Marine Le Pen. C'est-à-dire, quand vous avez un président de la République, à savoir Emmanuel Macron, qui est attaqué par tous les pays de l'Est sur le côté, mais qu'est-ce que vous voulez dire par humilier la Russie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez dire en pleine guerre par vous préoccuper de ce qui se passe en Russie? Qu'est-ce que vous voulez dire sur il faut réintégrer la Russie dans la question de la construction de la sécurité en Europe? Oui. C'est exactement ce que disait Marine Le Pen pendant la campagne et ce que dit Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, c'est-à-dire il faut prendre en compte la Russie géographiquement dans l'avenir de l'Europe. Cette lecture-là du conflit, elle est compréhensible, mais vous pouvez pas attaquer l'un en disant la même chose de l'autre côté. Donc la complexité de cette guerre, elle devient illisible. Et en plus, Emmanuel Macron, honnêtement, sur le tarmac, les élections législatives, on a l'impression... Du petit discours à Orly. Oui, c'est ça, mais on a l'impression... Il part pour Kiev, en effet, aujourd'hui, pour parler de l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne, je suis pas sûr que c'était à 3 jours près. Enfin, l'urgence, elle apparaît pas évidente à quelqu'un qui essaie de suivre les élections législatives. Et on a parfois l'impression qu'Emmanuel Macron, quand il parle de la France ou de la situation de la France, on a l'impression, nous, Français, de le fatiguer un peu, quoi. Genre... vous êtes gentil, je gère des problèmes un peu plus importants que vous. Alors ça, c'est étonnant comme sentiment. Là, c'est du sentiment très personnel. Oui, mais c'est le reproche qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, dont il s'est servi. C'est-à-dire qu'on sent qu'Emmanuel Macron, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, n'a que des coups à prendre. Il va en Roumanie soutenir les militaires français. Jean-Luc Mélenchon lui reproche un certain mépris, d'autres une sorte pratiquement la fuite. C'était une sorte de fuite à Varennes en Roumanie. Enfin voilà. Il lui aurait reproché tout autant s'il était venu faire campagne dans chaque circo, s'il avait envoyé sa femme dans chaque circo, voilà. Quoi qu'il fasse. Après, sur l'international, c'est vrai, et c'est un tropisme de nombreux présidents. C'est-à-dire qu'on voit que la situation nationale est très compliquée, il y a les oppositions, il y a les manifestations, il y a les syndicats, et souvent, les présidents ont tendance à se réfugier à l'international, parce que là, ça marche bien, il y a de la diplomatie, il y a les militaires qui peuvent... Je voulais justement faire un appel à votre culture politique. Lors des dernières élections législatives, quelle est la coutume d'ailleurs pour un président de la République, notamment dans ces périodes critiques d'entre-deux tours, où le président a évidemment des intérêts politiques en jeu? En règle générale, vous savez, il y a souvent un sommet de l'OTAN, oui, assez rapidement après, qui, pour les présidents nouvellement élus, est une manière de mettre en scène son autorité internationale, sa capacité à être le chef des armées, le chef de la diplomatie, etc. Et sa prise de distance avec la vie politique nationale. Oui, mais là, vous avez remarqué que, comme d'habitude, Emmanuel Macron fait tout, au gouvernement comme en campagne, et que là, il y a quand même eu une absence criante de la majorité du gouvernement, qui n'était pas uniquement due à la période de réserve. On en a un petit peu parlé. Il y avait une consigne de discrétion, surtout pour éviter les bourdes. C'était ça l'idée quand même. Et les élections interviennent très tardivement par rapport à d'habitude. Emmanuel Macron a pris beaucoup de temps à peigner soigneusement la liste des investitures. Il s'est beaucoup occupé de ça, puis de son gouvernement, et on l'a chroniqué ici pendant toutes ces semaines de campagne. Il a laissé un boulevard, aux polémiques diverses et variées, et 2, à Jean-Luc Mélenchon, qui lui a empoigné cette campagne de plein pied. Donc à l'arrivée, je crois pas. Vous savez, on dit souvent que la situation internationale, la capacité diplomatique de tel ou tel candidat ou d'un président sortant n'influe pas sur une élection. Je crois que c'est vrai, ça peut faire rater des choses. Si vous avez un échec patent en matière d'antiterrorisme, diplomatique, international, etc., mais ça ne peut pas faire gagner des voix. Et je crois que là, la situation qu'on décrit, on est typiquement dans ce calcul-là. Moi, je crois pas... Enfin, vous venez du terrain, vous l'avez senti, bien sûr, beaucoup mieux que moi, puisque vous avez fait campagne, mais je crois pas qu'on soit sur 577 campagnes locales. On est vraiment sur une campagne nationale. Enfin, comme d'habitude pour une législative... Oui, mais comme d'habitude pour les législatives, c'est un mix entre les deux. Mais là, vous avez une vraie histoire qui se déroule au niveau de la campagne nationale, qui est: est-ce que Jean-Luc Mélenchon va empêcher Macron d'avoir sa majorité absolue, et dans quelle mesure, et
et jusqu'à où? Justement, Fathia, racontez-nous. Vous avez fait campagne à Toulouse. Face à vous, il y avait plusieurs candidats de gauche, notamment un candidat de la NUPES qui s'en sort avec 46% des suffrages. Vous faites un petit peu moins de 5%. Ressenti de terrain, d'entre-deux tours, maintenant que vous êtes hors jeu? Déjà, c'est une circo qui était un rêve de mélenchonistes parce que c'était 2 tiers bobos, 1 tiers musulmans, faut être clair. Et c'est-à-dire qu'ils tenaient un discours dans les beaux quartiers avec les mangeurs de quinoa et les vélos cargo. Les droits LGBT, ils en parlaient dans les beaux quartiers. Et puis, par contre, c'était Palestine, foulard à tous les niveaux quand il était au Mirail. Et puis, c'est quelqu'un qui est issu du droit au logement, pro-squat, et qui a labouré la circo depuis 1 an. Donc voilà, ça a été très dur parce que vraiment il y a une violence et il y a une brutalité des militants de l'AFI que je n'avais pas vu ailleurs, alors qu'ils étaient en position vraiment mais ultra favorable. C'est ça qui est pas compréhensible. De la France insoumise. Voilà, de la France insoumise, pardon. Et c'est pour ça que vraiment on a senti que les Français avaient envie de cohabitation. Quand on distribuait des tracts, c'était ça. Mélenchon, c'est le vote utile pour limiter. Et ils ont l'impression que Macron limitera les excès de Mélenchon et que Mélenchon limitera les excès de Macron. Voilà, il y a une appétence française pour la cohabitation. Alors là, il y a un vrai paradoxe qu'il va falloir qu'on décortique. On prendra le temps de le faire sans doute demain et dans les semaines à venir. Alors, d'un côté, la radicalité, mais dans un but finalement une recherche d'équilibre, voilà. Voire de neutralisation. Voire de neutralisation. Ça, c'est quand même assez incroyable. Et on retrouverait peut-être les vertus de la cohabitation si longtemps décriées, mais dont on dit que de 88 à 93, ça a peut-être permis une sorte de rééquilibrage. On aura une assemblée qui ne sera pas composée de députés godillots. Voilà. Merci à tous les trois, passionnants. Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles, David Revaud-Dallon, le journal du dimanche, Fathia Agagboudjalat pour Fathia Agagboudjalat. Voilà. Merci à tous les trois. Voilà, c'est une auto-entreprise, Fathia. Exactement, je suis une marque. Voilà. Je vais m'exporter. Lui aussi, c'est une marque. Philippe Vandel.